La suite, c'est le Sénégal, le Mali et la France, alors que les Nations Unies n'ont toujours pas répondu au Mali qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Le Sénégal se place comme médiateur entre le président de la transition malienne, Assimi Goïta, et le président français Emmanuel Macron. Chris Ega, d'abord, on veut comprendre, c'est la Chine qui dirige actuellement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi, pour le moment, on ne parle pas de cette affaire, véritablement? Je crois que c'est tout nouveau. Et parce qu'il faut voir un peu clair dans cette affaire-là pour que la communauté internationale puisse jouer le juge. Parce que vous savez que c'est très récemment que le Mali a porté cette accusation-là. Une accusation qui n'est pas du tout banale. Parce que lorsque vous quittez un pays et vous réinstallez à votre place une rébellion que vous avez semblé combattre en tout cas, la France avait dit qu'elle était allée s'installer au Mali, dans le désert du Mali, depuis près de 9 ans, pour combattre le djihadisme agressif. Et on constate que après son débat, il y a une recrudescence des affres sur le terrain et c'est partant que le Mali a dit si la France partait et que aujourd'hui il y a une forme de vivacité au niveau de cette rébellion là qui s'installe plutôt partout qui attaque jusqu'aux portes même de Bamako. Ça voudrait dire que cette rébellion là a peut-être profité de d'une connivence, de sa connivence avec. Mais il faut que l'histoire parle fort en la matière. L'histoire peut-être donne un peu raison à Assimi Goïta. Je ne porte pas particulièrement Assimi Goïta parce qu'il a fait un coup d'État pour lequel je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord avec lui quand même qu'il puisse faire des projections, porter des accusations, quitte à la communauté internationale de mener une enquête de diligence, une enquête pour démêler le vrai du faux et voir dans quelle mesure la France peut être impliquée dans ce regain, dans ce regain de violence qu'on constate aujourd'hui au Mali. Mais je crois que lorsque je parle de l'histoire, on doit se rappeler quand même que s'il y a cette vivacité de la rébellion, c'est sans doute dû aux pratiques de la France, notamment de Nicolas Sarkozy, qui avait fait le lit aux Touaregs pour s'installer dans le désert, sans doute parce que la France voudrait, ça il faut le dire clairement, a quand même les yeux sur le sous-sol du Mali. Et on n'a pas peur de le dire que Nicolas Sarkozy avait aidé les Touaregs à porter l'attaque jusqu'à la moitié du Mali pour contraindre les officiels en ce moment-là à aller au pourparler. Mais aller au pourparler, c'est donner une large autonomie aux Touaregs pour installer quand même un État qui ne soit pas un État simplement, mais au moins un territoire qui va avoir une large autonomie et qui est soutenu par la France. Et dans le même temps, la France est présente dans l'autre moitié du Mali. Je crois que ça a été ce jeu-là. Et c'est ce jeu, pendant que ce jeu a cours, que finalement Nicolas était intervenu encore en Libye. Nicolas Sarkozy ne savait pas que s'il y a à la mort de Kadhafi, il y aura ce délitement de l'État libyen, au point que ceux qui étaient allés combattre, l'armée de Kadhafi qui est faite d'une légion, d'une grosse légion d'étrangers, ces étrangers-là sont revenus en arrière pour s'installer parce qu'il y a feu en la demeure. Je crois que c'est ce déferlement de cette légion-là qui a fait que finalement, qui a renforcé le camp des Touaregs et plus tard qui a fait que les djihadistes ont pu venir se joindre à eux pour créer le désordre qu'on installe en ce moment. Donc il faut dire que l'accusation que porte le président malien n'est pas dénuée de tout intérêt, mais ce qu'on ne comprendrait pas est que la communauté internationale à travers la Chine, vous voulez dire? Ouais, non pas l'organisation même. L'organisation, oui. Le Conseil de sécurité ne parviennent pas à se saisir de cette affaire. Mais nous n'oublions pas que ce Conseil de sécurité-là est sous pression, bien que ce soit la Chine qui la dirige en ce moment, est sous pression. Ce Conseil-là est tenu par les Occidentaux, les classiques que vous connaissez, qui font la loi, le beau jour et le mauvais jour à ce conseil-là. Je crois que ça va être avec leur bénédiction. Et ce que je recommande à Assimi Goïta, c'est de faire de la diplomatie pour rallier un grand nombre de ces gens-là. Or, ce sont ces gens-là qui s'est mis à dos. Les États-Unis les ont mis à dos, l'Allemagne, il a mis à dos l'Allemagne, les pays de l'Europe du Nord. Je crois qu'il n'y a que la Russie
et la Chine qui, aujourd'hui, sont des partenaires qu'on peut juger fiables. Mais alors, ceux qui sont dans ce Conseil de sécurité et qui ne sont pas des moindres et qui peuvent continuer de tenir le gouverneur de ce Conseil-là, je crois qu'il faut passer par la diplomatie et l'accusation est si grave que je ne vois pas ce Conseil de sécurité aller pencher du côté de Assimi Goïta parce que ce Conseil-là, justement, à mon sens, n'est pas aujourd'hui en majorité favorable au Mali, aux officiels maliens. Alors, l'accusation est si grave. Chris Segal a dit, on remarque cela aussi au Russe Donkovi. Même question à vous, parce que les analystes disent que le Mali est proche de la Russie, proche également de la Chine. Pour le moment, on n'a pas entendu la Chine parler, ni la Russie. Alors, la première des choses, c'est que il est tout à fait légitime pour le gouvernement malien de réagir à ce qu'elle estime être une violation de son territoire et des complots qui sont ourdis contre l'épanouissement de ces populations. Je me dis, le gouvernement malien actuellement fait quelque chose que je trouve de remarquable, qui est celui de mettre à nu, de mettre aux yeux du monde la duplicité et, les vices des organisations internationales. Le Mali est conscient qu'il est un petit pousset dans cette histoire. Mais les États du Conseil de sécurité, en n'acceptant pas la plainte du Mali et en ne la traitant pas au même titre qu'elles ont pu traiter le problème ukrainien, montrent à quel point il y a deux poids, deux mesures dans le traitement des dossiers au niveau du monde. Et c'est un précédent fâcheux. Parce que le Mali a conscience qu'il est le petit pousset. Le Mali a conscience qu'il n'a pas autant d'armement que la France, autant d'armement que les États-Unis, autant d'armement, autant de puissance diplomatique que certains États. Mais le Mali, dans sa démarche, lorsque l'on voit ces derniers mois, fait en sorte que les puissances qui s'amusent à tripatouiller son destin soient mises à nu. Et c'est fait de façon tellement flagrante que même ces puissances-là n'arrivent pas à démentir. Lorsque vous voyez le gouvernement malien qui expose les faits et qui dit avoir des preuves, vous vous apercevrez qu'à aucun moment on a eu en face d'alibi solide pour briser ce que prétendent le gouvernement. Quand vous parlez d'alibi solide, vous voulez parler de la sortie peut-être du ministre des Affaires étrangères française qui... oui, mais parce qu'on a entendu quand même le responsable de la force Barkhane qui a parlé. Oui, mais ce qui est étonnant justement, c'est que c'est le Mali qui prend la décision d'aller au Conseil de sécurité avec un dossier. Si vous savez que vous pouvez casser ce dossier, il n'y a pas de peine à ce que vous jugiez ce dossier recevable parce que vous êtes membre du Conseil de sécurité. Pour l'Ukraine, il vous a fallu moins de temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde sait que, le président Macky Sall du Sénégal on va aborder ce prisme. Oui, est quelqu'un qui est quand même qui a de très bons rapports avec le gouvernement français. Il est étonnant que lorsque l'on voit la friction qu'il y a entre le Mali et la France, on ne spécifie pas les faits avant de parler de négociation. Parce que la négociation est censée porter sur des faits. C'est ça. Et celui qui énonce des faits actuellement, c'est le Mali. Donc, la question est de savoir, est-ce que les faits sont vrais? Parce que ce n'est que si les faits sont vrais que l'on peut parler de négociation. Sinon, la question serait, sur quoi veut-on négocier? Sur la diplomatie que l'on propose actuellement de réaliser entre la France et le Mali, elle porte sur quoi? Elle doit porter sur quelque chose d'assez grave. Ouais. Et la chose grave qui est actuelle, ce sont les faits. Et les faits, c'est quoi? C'est un pays qui porte plainte, qui dit avoir des preuves, des enregistrements, qui dit avoir des dossiers. Pire, ce pays actuellement a dans son giron deux forces, deux pays... deux puissances mondiales, la Chine et la Russie, qui elles aussi ont leurs services de renseignement. Donc, le pays a des dossiers. Recevez le dossier. Si vous n'êtes coupable de rien, s'il n'y a pas de problème,
recevez le dossier et cassez-le. Mais dans la démarche que l'on voit là, que l'on observe actuellement, c'est qu'on observe des puissances qui sont dans un genre de statu quo, parce que de toute façon, même si le dossier était accepté, la France a son droit de veto. Plusieurs pays ont leur droit de veto. Oui, ça, c'est effectivement. un. Et puis, deux, on se rend compte que ceux qui s'estiment puissants et qui pourraient casser ce dossier facilement, ils ont les médias. Ils ont tout. Ils ont les médias. Ils ont la toile. Ils ont l'armement. Ils ont les services secrets. Ils ont le renseignement pour eux. Ils ne le font pas. Mieux, on voit que le président Macron actuellement est en visite en Algérie. Et on sait pertinemment que l'Algérie, a une importance dans la gestion du conflit malien. Il y a des questions à se poser. Alors, Chris Ega, la médiation... Notamment quand on sait que le président Macron est quelqu'un de très prompt dans la réaction. Donc, quelqu'un qui est très habitué en ce qui concerne percuter les chefs d'État, remettre en question les gouvernances, contester, donner des leçons et ainsi de suite. Il est très étonnant que jusqu'à présent, ce monsieur ne parle pas. Alors, Chris Ega, on va parler de la médiation sénégalaise portée par le chef de l'exécutif Macky Sall. D'abord, le poids de Macky Sall dans cette affaire, comment vous le voyez? Il ne faut pas oublier qu'en principe, la dernière fois on a parlé de négociations entre, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Mali. Ça a été le nom du président du Togo qui a été évoqué. Et pour ce coup-ci, entre la France et le Mali, c'est le nom de Macky Sall. Or, vous savez que la France a une telle présence au Sénégal que lorsqu'on parle du Sénégal, déjà, on a l'impression que c'est une protubérance. C'est-à-dire que c'est la France qui s'est portée de l'autre côté de la Méditerranée. Et vous savez très bien le rôle que le Sénégal a eu à jouer dans l'histoire en ce qui concerne l'AOF, etc. En ce qui concerne même la gestion des dossiers coloniaux. Et donc, vous savez, l'histoire a retenu le rapport que les différents présidents qui se sont succédés au Sénégal ont eu avec la France. Et c'est Senghor, après c'est Diouf, et tous les présidents, Abdoulaye Wade et Macky Sall sont trop aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à se dépêtrer de cette relation séculaire qui existe entre la France et le Sénégal. Donc aujourd'hui, lorsque on entend parler de Macky Sall qui intervient dans ce dossier brûlant, il a dit tout à l'heure, les faits ne sont pas encore établis. Il faut se poser la question pour savoir si les faits sont établis. Je crois que il est dans la dent d'or. Il est dit assurez-vous des faits avant que de vous inquiéter de la cause. Aujourd'hui, il faut que les faits soient totalement établis. Il faut qu'on aborde, il y a une approche au niveau des faits pour voir ensuite quels sont les tenants et les aboutissants. Avant de parler de médiation. Donc aujourd'hui, on a l'impression que si on veut étouffer l'affaire tout simplement, avant même d'ouvrir le dossier, on veut passer aux négociations et on fait appel à Macky Sall pour aller parler à Goïta et dire que il ne faut pas trop de bruit autour de cette affaire, que la France accepte promptement d'aller à cette négociation. Ce n'est pas le Mali qui est demandeur de cette négociation. Pourquoi? C'est parce que c'est Macky Sall. C'est le sentiment que vous avez? Absolument. Si Macky Sall le fait, Macky Sall ne peut pas se porter de cette façon en avant s'il n'a pas le quitus, n'a pas le feu vert de la France. Et on a interrogé des officiels. Par exemple, le président Touadéra du Centrafrique. On dira que c'est peut-être Goïta. Ah ouais, parce que non, le Centrafrique n'est pas encore sorti des orniers pour qu'on dise que son président peut porter une médiation ailleurs. Nous le disons parce que pourquoi je me suis référé à l'histoire, c'est pour que nous puissions justifier, dire ce qui peut justifier cette intervention. Parce qu'il y a une promptitude en la matière. Le Mali a porté une accusation. Et l'institution auprès de laquelle il a posé cette accusation doit en principe intervenir, dire sa position, au moins dire que les faits sont recevables et qu'on va diligenter des enquêtes. Rien n'est fait dans ce sens et c'est Macky Sall qui se lève. C'est comme on est en train de créer un pare-feu. Un pare-feu qui ne permet pas que l'affaire se prospère. Justement, qu'on aille aux négociations et que Koïta surtout se calme.
Parce que ce n'est pas seulement ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement les dernières affaires, c'est-à-dire l'accusation qui est portée, mais il est dit que tous ces envolées de bois verts qu'on a constatés, ces échanges musclés et qu'on a pratiquement sanglants qu'on a constatés entre les deux chefs d'État, entre Macron d'une part et Goïta de l'autre côté. Or, Goïta se fait fort de la présence de la Russie. Parce que ce qui est derrière Goïta, et il n'a pas peur, il va de l'avant, c'est que la France constate que celui-là, il s'est fait fort d'un État qui est fort, qui peut lui livrer des armes, qui peut lui fournir des renseignements, qui peut lui fournir du matériel de guerre pour résister dans le Sahel. Mais lorsque Mali commence comme cela, il peut faire des émules. Les Russes ne vont pas s'arrêter au sol malien et ils l'ont vite fait de le dire qu'ils sont prêts à fournir des armes modernes aux Africains, aux pays africains désireux d'être dans une relation de convivialité, je le dis ainsi, avec la Russie. Et cette relation de convivialité-là, c'est aussi une relation intéressée parce que la Russie, justement, exploite la géopolitique telle que ça se passe en ce moment en Afrique, avec l'intervention des grandes puissances. Mais la Russie veut aussi veut être soutenue aussi, justement, au niveau du Conseil de sécurité. Pour que, quand elle va amener des dossiers là, elle pourra avoir besoin des pays africains. Donc voilà comment se jouent ces différentes affaires-là. Mais lorsque Macky Sall intervient, on sait pour qui il intervient. Si c'est seulement pour l'Afrique, je crois que ça veut dire qu'il a tardé à intervenir parce que cette affaire-là a commencé depuis quelques mois, sinon quelques années. Et si c'est maintenant que l'accusation est si précise qu'il intervient, on a l'impression qu'il est venu dans un monde trop vieux. Alors s'il décide de venir dans ce monde-là, dans quel intérêt il le fait? Est-ce que c'est dans l'intérêt du Mali ou c'est dans l'intérêt bien compris de la France? C'est la question qui se pose et nous sommes en train de réfléchir. Alors, Chris Ega, peut-être que le monde n'est pas trop vieux parce qu'il est le président en exercice de l'Union africaine, peut-être que c'est ce qu'il porte. D'ailleurs, face à cette tension, Dakar assure suivre la question qui oppose Bamako et Paris. On souhaite que tout ce qui se passe dans notre espace à côté de nous, et particulièrement au Mali, se règle par la négociation, l'entente dans la plus parfaite cordialité, a expliqué la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssatou Tall Sall. Vous pensez, Aurice Donkovi, que la médiation du Sénégal va étouffer l'affaire? Je ne pense pas que la médiation du Sénégal va étouffer l'affaire parce que justement, le fait que le Mali soit harcelé fait justement qu'il y a de la logique à ce qu'il expose clairement et convenablement les faits. Parce que justement, si le Mali se taisait, ben on serait assailli par énormément de contre-vérités qui laisseraient à penser que le gouvernement malien actuel est dans la lubie, est dans le fantasme, est dans l'exagération et ainsi de suite. Mais là, en l'occurrence, les faits parlent pour eux. Ne serait-ce que il y a quelques semaines, l'histoire des 49 militaires ivoiriens que jusqu'à présent la Côte d'Ivoire n'arrive pas à justifier, ne serait-ce que l'histoire du survol de son territoire sans sa permission, que la France n'arrive pas à contredire. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on parle d'un pays dans lequel il n'y a pas seulement la France qui intervient. Le Mali a des troupes européennes. Vous avez des Danois là-bas, des Allemands là-bas. Le Mali a des troupes américaines. Parce que vous avez, qu'on appelle la cellule d'intervention des intérêts américains, j'oublie le nom m'échappe. Vous avez la MINUSMA, qui est un organe, disons, qui émane de l'ONU. Alors c'est étonnant qu'un pays qui ait toutes ses troupes étrangères, qui focalise autant l'attention sur lui, un pays dont tous les acteurs, même sous-régionaux, reconnaissent l'importance géostratégique au niveau du continent, c'est étonnant que ce pays-là, qui justement dans sa démarche va au Conseil de sécurité et dit voici ce qu'il y a comme problème, voici de quoi nous sommes victimes, voici ce qui nous entrave et ne nous permet pas
d'assurer la stabilité de notre territoire, la paix au sein de nos populations et de rebondir. C'est étonnant que ce pays-là, maintenant, étonnamment, personne, c'est-à-dire ceux qui ont emmené, je rappelle que la MINUSMA, c'est l'ONU qui emmène des troupes à la MINUSMA. Je rappelle que à chaque fois que les Maliens haussent le ton, on leur rappelle que des hommes des troupes Barkhane ont perdu la vie, que des gens de la MINUSMA y ont perdu la vie. Et bon, très souvent, on oublie de dire qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes des troupes maliennes qui ont perdu la vie. Donc, vous avez dit personne. Justement, la Chine, le silence de la Chine et de la Russie étonne. Le silence de la Chine et de la Russie n'étonne pas. La Chine et la Russie participent à l'effort malien. La Chine participe sûrement indirectement à cela. Le Mali a déposé son dossier. Vous êtes un organisme, vous envoyez des troupes au Mali, vous perdez des hommes. Comment se fait-il que vous ne soyez pas, pressé d'étudier le dossier et que vous le bloquiez? Pourquoi bloquez-vous un dossier qui vient d'un théâtre d'opération? Qui bloque le dossier finalement? C'est la grosse question. Maintenant, le regard et le regard préside le Conseil de sécurité. Non, mais la Chine préside le Conseil de sécurité, certes, mais la Chine ne peut influencer les membres du Conseil de sécurité en sachant que chaque membre du Conseil de sécurité a un droit de veto, les membres permanents. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, justement, il est étonnant que ce dossier qui soit aussi important, à un moment, on voit la personnalité de M. Macky Sall, président, tout à l'heure, vous avez dit, président de l'OUA. Mais le problème qu'il y a avec la présidence en exercice de l'OUA, c'est que lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le cas libyen, aucun Africain n'a été étonné. Tout à l'heure, il y a l'aîné qui parlait de M. Nicolas Sarkozy dans son intervention. Mais le problème du théâtre de l'Afrique de l'Ouest et plus largement de l'Afrique, c'est que justement, les puissances, en l'occurrence les Européens et les Américains, se comportent comme si la Libye n'était pas en territoire africain. Aucune conférence de paix concernant la Libye ne s'organise sur le territoire africain. Aucune, intervention... L'Union africaine elle-même ne parle pas aussi. Mais justement, c'est étonnant. Si l'Union africaine est dépréciée au point qu'elle ne puisse intervenir dans un pays qui a déstabilisé tout le continent. Comment se fait-il que pour un territoire comme le Mali, qui est stratégique, tout le monde le reconnaît, où tout le monde a ses troupes, les Russes ont leurs troupes au Mali, les Européens ont leurs troupes au Mali, les États-Unis ont des troupes au Mali, l'ONU a fait un groupement, la MINUSMA, qui est au Mali, et étonnamment maintenant, pour régler le problème, on dit non, comme par hasard, on se rend compte que non, c'est le président de l'Union africaine, le président du Sénégal qui peut faire de la diplomatie. Comment cela se fait-il? Alors que pour le cas de la Libye, qui justement est à la base de la déstabilisation, on n'avait pas sollicité on a trouvé que non, que les Africains n'étaient pas suffisamment lourds, intéressants, pertinents pour dire qu'ils pouvaient résoudre ce problème. C'est étonnant. Alors, Chris Sega, cette question, je vais la reposer sous diverses formes parce que c'est quand même étonnant, le silence de la Chine et de la Russie. Oris Donkovi l'a justifié. On peut comprendre le silence des autres parce qu'on sait déjà qu'ils s'opposent au Mali, on voit les faits. Mais pourquoi la Chine et la Russie ne parlent pas? Peut-être que tout simplement on peut dire qu'il est trop tôt peut-être que ces pays-là parlent. Mais c'est que on peut craindre aussi qu'ils font de la récupération. Vous savez, c'est une question sensible. C'est une question sensible. Même quand les Européens ou bien les puissances de l'Occident se font la guerre, elles ont
un minimum de terrain d'entente. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Il faut pas que l'on l'oublie. C'est-à-dire qu'il y a certains... un palier de oui, il y a un palier... Un plafond de verre. Oui, qu'elle ne franchisse pas. J'étais surpris quand le président Macron et puis le président Poutine parlaient l'autre fois. Vous savez, il y a certains faits qui sont des faits sensibles, ces faits autour desquels ils retrouvent une forme d'unanimité, parce que chacun connaît les défauts de chacun, ou bien connaît les interventions obscurantistes, ou bien tout simplement déstabilisatrices de chaque pays. Donc il y a des paliers qui ne sont pas franchis. Mais je crois que... Ainsi, est-ce qu'on peut dire que le Mali peut être sacrifié à tout moment? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, actuellement, la Russie a sans doute beau jeu. La Russie est observatrice, la Russie attend de voir comment la France va se dépêter tout simplement de cette affaire sans faire de la récupération. Donc la Russie ne perd rien en attendant une forme d'éclaircie sur le sujet. Mais il n'est pas difficile d'avoir une idée de sa position actuelle. Vous savez, ce qui ne fait pas l'affaire de la France fait sans doute l'affaire de la Russie aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la Russie a fait tout simplement? C'est d'attendre peut-être qu'on ait un peu plus de lumière sur le sujet. Mais puisque le dossier qui a envoyé devant le Conseil de sécurité, la Russie n'est peut-être pas étrangère à ce que contient ce dossier-là. Et quel est le pays qui est aujourd'hui à même de fournir les meilleurs renseignements au Mali, si ce n'est la Chine et la Russie. Surtout la Russie, parce qu'aujourd'hui, les forces russes sont présentes sur le sol malien. Les forces russes ne peuvent pas être présentes sur ce sol-là sans que les services de renseignement, parce qu'on fait la guerre avec du renseignement. La Chine ne peut pas envoyer, la Russie ne peut pas envoyer ces éléments sur le sol sans les précéder d'un service de renseignement. Et le service de renseignement, c'est aussi des services d'écoute, d'espionnage, etc. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve au Russe, donc Ovi et Chris Ega pour la suite. Voilà.